Vous êtes avec Gabriela Desbiens-Richard Et Jason Cet-Amour, et vous écoutez sommelier en cavale. Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au premier épisode de Sommelier en cavale. C'est la première fois qu'on s'adresse à vous. Alors, on va prendre quelques minutes pour se présenter, parler un peu du concept de ce balado pour vous mettre en contexte. Et c'est un balado qui se veut convivial, chaleureux, sans prétention. Alors, entre nous, on va se tutoyer, on va même se donner des petits noms. Et pour commencer, Madame Gabriela Desbiens-Richard, qu'on appellera ici Gabi. Veux-tu commencer? Certainement. Alors voilà, je m'appelle Gabriela. Je suis serveuse aguerrie depuis plusieurs années, mais jeune sommelière. Ça fait maintenant plus d'1 an que j'étudie la sommellerie à l'ETHQ, endroit où d'ailleurs Jason et moi, on s'est rencontrés. J'ai développé vraiment là, une réelle passion pour ce métier-là dans les derniers mois. C'est un peu aussi la raison de ce balado-là, en fait. Jason et moi, on voulait une plateforme où on pouvait, oui, discuter de la somme en soi, mais aussi où on pouvait partager une nouvelle passion puis vous donner la piqûre, comme nous, on l'a eu. Mais oui, en fait, pour me présenter moi-même, moi, je suis anciennement un étudiant en sciences politiques, par la suite en histoire également. Et j'ai décidé, après la pandémie, de me reconvertir dans le milieu de la restauration. Et j'ai eu la piqûre, comme Gabi, pour la sommellerie et ça m'a mené directement à l'ITHQ. Et à l'ITHQ, on a le goût de démocratiser le monde du vin. On le fait à travers des clubs étudiants comme le club de sommellerie, mais aussi à travers ce nouveau projet qui est Sommelier en cavale. Et donc, on va pouvoir ramener le concept du vin à un large public. Mais là, on se pose la grande question. Pourquoi un balado en 2024? Bon, on vous mentira pas. La raison initiale, c'est que on voulait un endroit qui allait nous permettre de rester à l'affût des nouveautés dans le monde du vin parce que la sommellerie, c'est un monde qui évolue extrêmement rapidement. Puis comme professionnel dans le milieu, c'est ultra important de suivre la vague à travers tout ça. Écoutez, Sommelier en cavale, c'est donc découvrir la sommellerie sans prétention. Alors, on commence tout de suite au menu. Aujourd'hui, on va vous parler de quelques termes techniques qu'on se fait demander souvent en service de restauration. C'est ce qu'on appelle notre chronique « Est-ce que je peux parler au sommelier? » Et ensuite, on a la chance de recevoir le meilleur sommelier du Canada 2023 et du Québec 2023 également, M. Joris Garcia, qui restera avec nous pour la chronique Chin Chin, où on vous donnera des suggestions de la semaine. Alors voilà, en gros, c'est ça, Sommelier en cavale, le petit surnom affectif qu'on a donné. Donc, vous aussi, vous pouvez appeler ça Sommelier en cavale. La chronique « Est-ce que je peux parler au sommelier? » On l'a présenté un petit peu dans l'introduction. C'est des questions parfois qu'on n'ose pas poser ou qu'on peut avoir du mal à comprendre, à conceptualiser. Donc, on va essayer de faire ça de temps en temps. On va se gâter comme ça et on commence avec une première question. C'est moi qui vais la poser. Oui. Parfait. Alors, première question. Souvent, on se dirige en SAQ et on prend une bouteille de vin ou même on regarde une liste de vins au restaurant et on voit une bouteille, on voit une appellation d'origine contrôlée, mais on ne connaît pas le cépage. Alors, pourquoi sur la bouteille, il n'y a pas nécessairement le cépage? Alors ça, c'est une bonne question, Gabi, qu'on se pose. C'est pas toujours facile de pouvoir se repérer. C'est qu'en fait, dans ce qu'on appelle l'ancien monde, plutôt en Europe, on va surtout identifier les vins par les appellations. Et les appellations, en fait, comprennent dans leur cahier de charge certains cépages autorisés. Donc, un cépage qui est comme une variété de raisin, un peu, c'est comme si on comparait une pomme Cortland avec une pomme McIntosh. Alors voilà, dans l'ancien monde, il faut se référer aux appellations pour comprendre les cépages, alors que dans le nouveau monde, on l'a commercialisé, que ce soit plus accessible à tous sous le nom des cépages. Donc, c'est pour ça que, par exemple, si on va en Australie, si on va en Afrique du Sud ou si on va en Californie, bien, on va pouvoir parler de Chardonnay, on va parler de Shiraz, on va parler de pinotage. Donc, ça va être clair, ça va être sur la bouteille et ça facilite la vie aux amateurs de vin. Oui. Puis en fait, comme disait Jason, certaines appellations vont choisir leur cépage en fonction du terroir. Ça mange quoi en hiver, ça, le terroir? En fait, la notion de terroir, c'est ultra large. Ça englobe autant le type de sol que le type de sous-sol dans lequel la vigne va être plantée. Ça veut dire aussi l'inclinaison du vignoble, l'orientation des vignes face au soleil, est-ce qu'il y a une rivière proche, une mer, un océan. En gros, le terroir, c'est la particularité de l'endroit où la vigne est plantée, puis qu'est-ce que ces particularités-là apportent au vin que vous allez avoir dans votre bouteille. Oui, puis quand on parle de terroir, on va parler de sol, de climat. On peut parler également de tout ce qui se passe après, donc dans la vinification. Et sur les étiquettes de bouteilles, on voit souvent les mentions biologique, biodynamie, nature. Puis là, on se demande, est-ce que ça goûte? C'est une bonne question. Certains clients, des fois, vont être un peu désopilés quand on boit des vins depuis des années, de voir la mention biologique. Des fois,
ça nous intéresse pas toujours parce qu'on associe ces mentions-là à des goûts. En fait, la culture biologique, c'est quoi? Ben, c'est une culture où on n'admet pas les intrants chimiques et donc on n'intervient pas dans la culture avec des produits chimiques dans la vigne. La biodynamie, c'est un petit peu plus compliqué que ça. On peut reprendre un peu les principes de la culture biologique, mais on va allier ça avec une philosophie du vivant dans les sols et qu'on peut également associer, par exemple, à tout ce qui est un petit peu les énergies. Donc, on peut se fier au calendrier lunaire, par exemple, pour venir faire les récoltes, pour venir faire la vinification. Donc, en somme, le vigneron considère que certaines forces qui agissent sur la nature, desquelles il faut tenir compte. Et on a aussi également les vins nature. Souvent, les vins de nature, on va plus parler de ce qui se fait dans la vinification, donc au chai. Oui, ça peut être biologique, ça peut être biodynamique, mais les vins nature, c'est surtout donc au chai où on n'utilisera pas d'intrants dans la vinification, par exemple, pour vraiment respecter la pureté du fruit. Donc, on ne va pas nécessairement filtrer le produit, on ne va pas nécessairement venir coller avec des outils comme le blanc d'œuf. Donc, ça va faire des vins véganes qui vont respecter des nouveaux modes de vie, des nouvelles méthodes de pensée qui s'imposent de plus en plus chez les consommateurs. Oui, donc en fait, les natures aussi, ça veut dire qu'il n'y a pas de sulfite. Les sulfites ont eu une mauvaise réputation dans les dernières années. Ouais, le sulfite ajouté. Oui, le sulfite ajouté, parce que c'est ça. En fait, si c'est si méchant que ça, les sulfites, pourquoi on en ajoute dans le vin? Bien, en fait, c'est que le vin, c'est vivant. OK? Donc, on a besoin d'un stabilisateur pour que le produit que le vigneron embouteille, bien, ce soit le même que toi, bien, tu débouteilles chez toi. Donc, les sulfites, ça sert à ça. Ça sert à stabiliser, puis ils peuvent être ajoutés un peu dans plusieurs étapes lors de la vinification des raisins. Donc, ça peut être ajouté pendant la vinification, ce qui va faire que le sulfite va être vraiment à partie entière dans le vin, alors qu'il peut être ajouté simplement juste à la fin. Donc, juste avant d'embouteiller, une petite quantité, juste pour venir protéger le vin. L'affaire aussi, c'est qu'un vin sans sulfite, ben ça n'existe pas. Parce que quand la fermentation alcoolique des raisins a lieu, par soi-même, ça crée des sulfites, automatiquement. Donc, quand tu vois un vin écrit vin sans sulfite sur ta bouteille, ben ça veut juste dire en fait qu'il n'y a pas de sulfite ajouté. Parce que sans sulfite du tout, ça se peut pas. Puis en plus, selon les chercheurs, ce qui donnerait le mal de tête, ce serait pas le sulfite. En fait, c'est déclenché par la transformation de l'éthanol, donc de l'alcool dans le vin, en éthanol et en acide acétique. Puis ce seraient ces deux composés-là qui donneraient des maux de tête. Fait que dans le fond, les sulfites sont peut-être pas si méchants que ça au final. En fond, c'est ça. Tout ça pour dire que quand on n'a pas toutes ces références-là, des fois, les étiquettes, ben, ça nous dit pas grand-chose. Voilà, donc ça fait le tour pour Est-ce que je peux parler au sommelier? Et on répondra à d'autres questions dans le prochain épisode. Bonjour, Joris Garcia, ça va bien? Bonjour, ça va super et vous? Yes, ça va super bien. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui. Yes, OK, on commence comme ça. Alors, aujourd'hui, comme on vous l'a présenté un petit peu plus tôt dans l'émission, on reçoit Joris Garcia, ancien étudiant de l'ITHQ, donc diplômé en sommellerie, également meilleur né du Québec au concours meilleur sommelier du Québec en 2017 et en 2020. Tu as remporté le concours meilleur sommelier du Québec en 2023 et par la suite au Canada dans la belle ville d'Halifax. Et présentement, je pense que tu dois être en entraînement pour meilleur sommelier des Amériques. Voilà, donc c'est la courte biographie. On pourrait ajouter également que tu es sommelier en chef au restaurant Le Chassé-Pêche. Exactement. Yes. On aura l'occasion de compléter toute la biographie à travers toutes les questions qu'on va te poser. On était quand même très fébrile à l'idée de te recevoir aujourd'hui. Très heureux, très content d'être là. Merci pour l'invitation. Oui, merci d'avoir accepté. Alors, Gabriella, tu lances le bal. Oui, ben en fait, on a lancé un peu sur les concours. C'est un peu ce qui est le plus d'actualité pour toi en ce moment. Qu'est-ce qui fait que tu aimes autant les concours? Qu'est-ce qui rend ça addictif pour toi? Excellente question. J'ai un background de sportif, puis dans la famille, mon frère est très sportif. J'avais des oncles aussi très sportifs, fait que ça a toujours fait partie un petit peu là, de se dépasser, pousser. Moi, j'ai fait beaucoup de basket au secondaire, un très haut niveau. Puis à un moment donné, ben, ma carrière de basket s'est tranquillement effritée. Il me manquait beaucoup soit de talent ou comme un 8 pouces de taille à peu près. Mais j'ai vraiment adoré ça. Fait que ça a toujours été le dépassement de soi, plus que gagner en tant que tel. Mais juste s'améliorer. Et puis, ben, j'ai pas fait de compétition vraiment depuis le secondaire. Et je suis pas rentré en sommellerie pour la compétition. Mais il y a un premier concours étudiant qu'on a eu, c'était le concours des vins du Portugal. Puis c'est un de mes profs, Pascal Patron, qui m'avait inscrit. Et puis, ben, j'avais pas gagné, j'avais pas été qualifié pour la finale, mais j'avais trouvé ça vraiment le fun de se concentrer sur un document d'étude, un pays,
essayer d'apprendre au maximum pour se préparer pour l'examen, déguster les vins, essayer de connaître un peu mieux la culture du Portugal, qu'est-ce qu'on mange, les climats, les terroirs, la géographie. Fait que c'est vraiment la curiosité qui m'a, disons, poussé à faire des concours. Fait que j'ai vu un thrill, puis je pense qu'il y a quelque chose d'un peu excitant ou petite adrénaline quand même de se présenter dans une classe avec 10, 15, 20, 30 autres sommeliers, sommelières, et puis de se challenger face à nous, puis face aux autres aussi. Mais c'est juste le fun de s'améliorer, déguster. Je suis curieux Mm. aussi, j'adore lire, j'adore voyager. Et puis, il y a une belle camaraderie aussi qui se crée avec les Ben oui, c'est concours. clair. C'est un peu les mêmes gens qui reviennent un peu d'un concours à l'autre. Là. Ben ouais, parce que malheureusement, il y a juste un ou une gagnante à chaque fois. Fait que, disons qu'on a toujours envie de se classer au top. Mais c'est sûr que c'est vraiment le fun. Moi, ce que je préfère, c'est toute la préparation. C'est ça qui est vraiment intéressant. S'améliorer en dégustation, lire sur des nouvelles régions, se tenir au courant de l'actualité. Je trouve ça super important pour le métier. Après, le jour de la compétition ou la veille ou les 2 jours avant, c'est pas le moment que je préfère. Mais le après, C'est clair. le sentiment qu'on a une fois que la compétition est terminée, avant même qu'on sauve les résultats ou quoi que ce soit, on est super fiers, on se fait des nouveaux amis. C'est plus ce moment-là que j'aime. OK, on a travaillé fort pendant des mois, on s'est amusé, on est tous ensemble, puis là, on peut relaxer, puis la bière Eh goûte oui. meilleure. C'est clair. L'aboutissement d'un grand travail. Mais la compétition en tant que telle, là, je peux pas dire que j'aime ça. Ouais, c'est stressant. Le moment, là. Mais au basket aussi, il y avait des moments très stressants où, tu sais, il reste 10 secondes, sauf qu'on est 5 sur le Ouais, C'est ça. le là, le terrain. stress repose Puis sur il y a le tes épaules à coach, toi. puis on est encadré, puis il y a Ouais. du monde, alors que là, on est vraiment tout seul, puis ça fait un peu Mhm. bizarre des Mm. fois. Mais ça, c'est intéressant, en fait, parce que si on fait le parallèle avec un sport comme le basketball, qui est un sport d'équipe, tu sais, on peut retrouver un peu cette camaraderie-là, ce sentiment de devoir collectif en restaurant, quand on compose une brigade de service, par exemple. Ben, c'est sûr que dans les concours, on est un peu seul en avant, on est face à soi-même, on est face aux autres aussi. La pression est un peu sur nous. Est-ce que tu retrouves quand même tu as parlé de camaraderie, mais est-ce que tu retrouves cette camaraderie-là plus dans la préparation? Parce que là, tu en as parlé, mais comment tu la vis un peu de ne pas pouvoir avoir cette chance-là de gagner en équipe quand tu vas dans des compétitions, par exemple? Ben, c'est sûr que j'ai eu une équipe autour de moi Mhm. pour la préparation, plusieurs coachs. Bon, je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu autant de coachs pour un concours provincial, mais j'ai eu une grosse aide d'Alain Bélanger, de Mine, de Romain Gruson, qui est professeur ici. Fait que déjà, ça, avoir Mhm. des gens derrière moi qui me poussent, c'est super. Puis en parallèle, ben, j'ai des amis restaurateurs qui m'organisent des dégustations. J'ai des agences qui m'ont supporté, qui m'envoient du vin. Fait que ça, là-dessus, l'aspect camaraderie, c'est vraiment très beau. Puis les liens que j'ai créés avec des amis qui s'entraînent, c'est devenu des amitiés très fortes avec le temps. Mais une fois sur le stage, par contre, on se sent un peu tout seul. Puis déjà, le fait de dire un stage, c'est bizarre parce que, Ça fait prestation de service. ouais, et puis on est dans un faux restaurant. La partie service, c'est celle que Ouais. je trouve le plus bizarre. Ouais. Parce qu'on est tellement habitué de faire du service avec de la musique, des gens qui parlent, la lumière tamisée. Puis là, c'est super éclairé. Pas un Ouais. bruit, aucune ambiance, tout le monde qui te regarde. T'es miké, il y a une caméra. Il n'y a rien de naturel Non, là-dedans. Ouais, puis tu sais, dans la vie de tous les jours, le client te répond. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, en compétition, les personnes qui jouent les clients n'ont pas le droit de répondre aux questions sommelier de la sommelière qui est dans l'examen, si on veut, Mhm. pour donner la chance égale à tous. Donc, Exact. il y a ça aussi qui est un peu gênant. Tu sais, tu poses des questions, tu essaies de montrer que tu es capable d'interagir puis de créer des liens avec tes clients alors que tes clients ne te donnent rien en retour. Ça crée une drôle de dynamique. Là. Ça, c'est sûr que c'est très étrange, mais plus on en fait, plus on s'habitue. C'est comme une petite game d'impro, Hmm. un peu, et de théâtre en même temps. En fait, tantôt, tu as parlé que tu avais des agences qui t'avaient donné des vins pour te pratiquer. Tu as une agence, toi, l'agence Pirate? Ouais, j'ai lancé ça avec mon bon ami de toujours, Xavier Richard Paquet. Puis on représente une dizaine de vignerons, vigneronnes. C'est tout petit, mais on a beaucoup de plaisir. Puis on est super fiers déjà que les vignerons et vigneronnes nous fassent confiance. Mhm. Puis on est très, très contents de la réponse de la clientèle au Québec. Tu sais, on trouve que les agences au Québec, on les connaît un peu moins parce que souvent, vous vous adressez plus aux restaurateurs parce qu'il faut acheter 6 ou une caisse de 12 de bouteilles. Fait que monsieur, madame, tout le monde, on connaît un peu moins ça. Peux-tu nous parler un peu, c'est quoi une agence de vin d'importation privée? Absolument. Alors, avant même de parler de l'importation privée, Il faut parler de la SAQ. il faut parler de l'importation. Point. Tu as vraiment raison.
Donc, chaque goutte d'alcool qui rentre, ça se fait à travers la SAQ. Mhm. Et puis, même les vins qu'on voit sur les tablettes, Mhm. c'est quand même à travers des agences. Il y a certaines agences qui ont et des vins en SAQ sur les tablettes et qui ont des vins dans le réseau d'importation privée. L'un n'empêche pas l'autre. On aimerait beaucoup, tranquillement, pouvoir mettre des produits en tablette parce que ça nous permet de toucher encore plus de personnes, justement Mhm. parce qu'on peut y aller à l'unité Mhm. et parce qu'on peut rentrer dans 5, 10, 15, 20 et plus magasins. Je pense qu'on a à peu près 400, il faut vérifier les chiffres. Mais donc ça peut donner des très belles opportunités de faire connaître puis rayonner les vins qu'on importe. Pour ce qui est de l'importation privée, c'est vrai qu'il faut juste y aller par caisse. Ça fait 10 ans qu'on entend que peut-être on pourra y aller à l'unité ou faire des caisses vraiment mixtes. Mhm. Moi, j'y crois, mais peut-être va falloir attendre encore un petit bout de temps. Mais donc, ce qui se passe, c'est que nous, avec l'agence, on met des sous dans un compte en banque à la SAQ. Avec cet argent-là, la SAQ, en fait, nous, on va faire une commande à un producteur, toujours à travers la SAQ. La SAQ va aller chercher les vins, s'occuper de tout le dédouanage et compagnie, les ramener au Québec, l'amener dans un entrepôt. À partir du moment où les vins qu'on a commandés à travers la SAQ sont dans l'entrepôt, on a X nombre de mois pour les vendre. Et puis, il faut les faire donc aux particuliers en caisse ou des restaurants. Donc ça résume un petit peu l'importation privée. Souvent, en importation privée, ça va être des vins qui ont je dis en général parce que je connais des agences qui font des très, très beaux volumes en IP. Mais en général, ça peut être des produits, des plus petits producteurs Mm. qui n'ont pas nécessairement envie de travailler en direct avec la SAQ ou qui n'ont pas les volumes nécessaires ou pour plein d'autres raisons, ou simplement parce que les agences préfèrent elles-mêmes choisir où vont les vins. Mais voilà, c'est une belle logistique. Moi, j'avais souvent entendu les agents parler de comment ça se passait, puis on a encore beaucoup à apprendre, mais c'est le fun. Gabi, est-ce que tu veux nous emmener ailleurs? Oui, ben en fait, on parlait un peu de voyage et tout. Joris, toi, tu viens de la Colombie. Alors, mon père est colombien, OK. ma mère, elle est née au Maroc, et puis moi, je suis né ici, à Ok. Centre-Sud. Puis est-ce que tu penses que comme le Maroc et la Colombie peut être des joueurs, parce que c'est quand même des joueurs un peu émergents dans le monde de la viticulture. Maroc un petit peu plus, je pense que la Colombie. La Colombie est surtout connue plus pour la Guardiante, pour leur eau de vie à la gave. Est-ce que tu penses, c'est quand même, c'est proche de l'équateur, ouais, c'est l'équateur, chaud. c'est déjà chaud, on est en situation de réchauffement climatique. Est-ce que tu penses que ça peut, avec tout ça, rester un climat qui se prête à la vigne? Puis la Colombie, c'est un pays immense, puis ils ont à peu près tous les climats. Il y a les montagnes super hautes, la fin de la cordillère des Andes. Ils ont, je sais pas combien de centaines de kilomètres de côtes, et du côté Pacifique et Atlantique. Il y a des déserts, il y a des zones très marécageuses, puis il y a l'Amazonie. Fait qu'il y a une tonne de terroirs, et je les ai pas tous vus. Moi, ma famille vient des montagnes de Manizales, puis je connais un petit peu la côte. Mais la route des vins est au sud du pays, puis je l'ai Ok. jamais faite. Je sais pas ça ressemble à quoi. J'ai jamais goûté les vins non plus. Moi, je pense que tous les pays font du vin, puis ils ont raison de le faire s'ils trouvent leur marché. Après, ce que je connais de la Colombie, quand il pleut vraiment très, 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 très fort. Fait que gestion des maladies, Oui. Ouf, ça, je pense ouais, que ça peut être très compliqué. Ils n'ont pas vraiment d'hiver. L'hiver, c'est la saison des Mm. pluies. Fait que ça, pour la dormance au niveau des plantes, C'est plus c'est difficile. pas génial. La plante, elle a besoin de se générer si on veut faire des fruits un peu plus concentrés. Après, il y a des régions proches de l'équateur, ils arrivent à faire 2 vendanges par année, OK. ce qui peut être très rentable. Après, il faut voir quel vin La sort de qualité, ça. ouais. Puis, si la plante, elle peut prendre Ce volume-là. ce volume-là, voir Mm. combien de temps est-ce qu'elle peut vivre ainsi. Parce que je pense que ça doit être très, très demandant, là, faire 2 vendanges par année pour elle. Mais pourquoi pas? On peut faire du vin partout. Je veux dire, si on arrive à en faire au Québec, en Norvège, pourquoi pas la Colombie? Ils auront d'autres défis, c'est sûr. Pour ce qui est du Maroc, je crois que ça fait très longtemps qu'ils en font. La vigne, il ne faut pas oublier, c'est une plante qui est vraiment très heureuse autour de la Méditerranée. Ouais. Fait que tous ces pays-là, c'est super. Moi, j'ai jamais réussi à faire la route des vins au Maroc, ni en Tunisie ou en Algérie, où il y a du vin également. Ouais. Mais j'ai beaucoup entendu parler des coteaux de l'Atlas. Ils ont des grandes montagnes, des belles vignes en coteaux. Ils ont un beau patrimoine de vieilles vignes également. C'est un climat qui est sec, venteux. Puis le climat méditerranéen, c'est parfait pour la vigne. Fait que moi, j'y crois à ces pays-là. C'est le fun d'avoir un sommelier, oui, qui a gagné des concours, qui continue de faire des concours, mais pour le bénéfice de nos auditeurs, c'est Mhm. quoi un petit peu le quotidien
d'un sommelier en restauration ici? C'est un métier peut-être un peu méconnu du grand public. OK. C'est rare quand on nous demande à l'école secondaire qu'est-ce que tu veux faire dans la vie qu'on répond sommelier. Ben, le métier de on va parler du métier de sommelier. La définition, ça, j'attends toujours une bonne définition parce que moi, la mienne, je l'associe beaucoup au travail en restaurant. Mhm. Mais des gens qui font pas de plancher, ils peuvent absolument être sommelier ou sommelière également. Je veux dire, je pense que c'est un diplôme avant tout. Puis après, tu peux l'exercer de la façon que tu veux. Mais pour moi, ma définition, c'est vraiment directement lié au service du vin puis à la gestion d'une cave. Mais donc, c'est vrai qu'on pense souvent que les sommeliers, tout ce qu'on fait, c'est boire toute la journée. C'est vrai Si qu'on seulement. on déguste beaucoup. Et puis, mais ça, c'est la partie peut-être la plus le fun. Donc, moi, par exemple, je vais parler de mon quotidien au chasse et pêche. On reçoit la commande le mercredi. Ça représente une grosse partie de la job de Ouais, sommelier. Recevoir les bouteilles, les ranger, ranger les cartons, mettre la carte des vins à jour et puis faire la programmation. Fait que c'est quelque chose qu'on voit pas trop quand on pense à la job d'un sommelier, mais le Ouais. 3/4 du boulot, c'est ranger des Ouais, bouteilles. c'est ça. Ensuite, il y a un volet formation des employés aussi. Nous, ça va être aux semaines ou aux 2 semaines. Avec l'équipe, on va ouvrir plusieurs bouteilles. Je les présente. Des fois, c'est des collègues qui vont en présenter pour être au courant des nouveaux arrivages ou pour revisiter des bouteilles qu'on n'a pas dégustées depuis un moment pour voir elles sont vendues comment. Tout ça dans l'optique aussi que mes collègues soient bien au courant de la carte pour pouvoir également mieux en parler, mieux vendre, garder le programme vivant, etc. Ensuite, on organise des rendez-vous de dégustation. On est chanceux, il y a souvent des agences ou des vignerons qui nous approchent pour eux-mêmes se déplacer, nous faire goûter des produits, qu'on soit au courant des nouveaux arrivages, puis aussi développer la relation avec les agences qui est super important. Ensuite, ben, il y a tout le reste, je veux dire, faire les inventaires. Puis après ça, le soir vient le service. Dépendamment des établissements, le rôle du sommelier ou de la sommelière peut être différent. Moi, j'ai une section, donc je suis serveur le soir. Après, ça me fait plaisir d'aller dans d'autres sections s'il y a des clients qui veulent me parler directement. Mais nous, au Chasse et Pêche, toute l'équipe est en mesure de parler puis vendre son vin. Et puis sinon, ben, une autre partie que je trouve très importante du métier, ben, c'est de se déplacer dans les événements, Mm. Les salons des vins ou des événements d'une agence en particulier pour pouvoir se tenir à jour, regoûter les vins. Des fois, il y a des vins qu'on pense connaître, mais ça fait 3-4 ans qu'on les a pas goûtés. Ils ont pris une autre direction au domaine. Il y a des vins qu'il faut redéguster, même si on pense Mhm. les connaître. Parce que ça bouge très vite. Surtout avec les tendances qui changent rapidement, puis les changements climatiques aussi. Et puis, quand on peut, ben, se déplacer dans les régions viticoles, que ce soit au Québec ou ailleurs, aller rencontrer les vignerons, vigneronnes pour parfaire un peu nos connaissances. Comme ça, on est Mhm. mieux en mesure de le partager à nos clients, mieux en mesure de raconter des histoires, mieux connaître les produits. En fait, je disais, tu te décris toi-même un peu comme un grand voyageur. Est-ce que toi, aujourd'hui, voyager, c'est nécessairement pour le travail? Quand tu voyages, tu as une philosophie découverte du vin ou il y a encore une portion plaisir? Même dans la dégustation, Mm. tu sais, est-ce que quand tu bois du vin, tu as encore du plaisir à le faire ou tout est analytique? Alors, là, je reviens de... Ben, ça fait déjà un mois, malheureusement, mais j'étais en Colombie pendant 2 semaines OK. avec la famille. Puis, c'était la première fois, je pense, depuis 8 ou 9 ans que je faisais un voyage vraiment pas autour du vin. Ah Mm. ouais, Parce que une Quand fois. même, on hein? n'a pas des vacances infinies non plus dans nos boulots. Fait que souvent, je prends des vacances pour aller faire un examen. Mhm. Ou sinon, ça va être parce qu'on est... Mais en temps normal, moi, peu importe dans quelle région où je suis super curieux de... Je peux goûter les fromages du coin, goûter la microbrasserie du coin. S'il y a un vignoble, tant mieux. Fait que donc, maintenant, je vais essayer de plus voyager, pas juste sur le vin, parce que le vin, c'est génial, mais il n'y a pas juste ça. Et puis sinon, pour le plaisir de déguster, vient des moments où j'ai pas envie de boire du vin, Mhm. parce que, surtout en préparation Le concours. de concours, là, il y a du vin 24 sur 24 Mhm. dans ma vie. Ma blonde, elle me fait les dégustations, je sais pas, à 8 heures du matin. Après ça, je m'en vais déguster avec un Ok, rep à 11. Après ça, j'ai un entraînement à 1. Après ça, il y a une dégustation le soir. Des fois, c'est vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, c'est sûr quand ça devient très analytique. Fait qu'il y a il y a des moments, là, après le Canadien, j'étais Saturé. un peu saturé du vin. Pas du monde du vin, mais de la boisson en tant que telle. Mais ça revient vite. Ça revient vite. On s'ennuie jamais Mais vraiment c'est longtemps. sûr que goûter un verre de vin, sauf dans certains moments qui sont plus relax, mais c'est rare que j'arrive à en boire sans réfléchir à rien. Juste
Pour le plaisir. pour le plaisir à 100%, parce que j'essaie toujours, veux pas, c'est tellement un réflexe de calibrer l'acidité ou l'alcool est comment, ou les amers, il y en a ou pas. Plein de petites choses de, du bois, OK, quel bois, du vieux bois, du ci, du ci, du ça. Il y a des moments où c'est sûr que j'arrive à relaxer, mais c'est toujours un petit peu en background. C'est pour ça que la bière et les gin Ouais. tonic sont là. Pour aider à relaxer à travers Oui, tout parce que la bière, c'est les vacances. Même s'il y en a des complexes et ça. Ouais, de garde est compliqué, blablabla. c'est festif. La bière, c'est relax. Et puis, j'aime beaucoup. Mais en sommellerie, on ouvre de plus en plus nos horizons aussi. Je pense que Ouais. il y a eu tout l'émergence dans la dernière décennie là, pour être conservateur du monde des microbrasseries au Québec. Il y a des super aussi dans le thé. Il y a des super belles Les choses qui se distilleries. font. Camellia Sinensis, les micro-distilleries aussi. Le gin au Québec, ça a pris une ampleur dans les 10 dernières années qu'on Ben, voyait c'est pas ça, avant. mais Là. quand on pense au vin, quand on pense à sommelier dans un restaurant, un concours, on pense surtout au vin, mais c'est beaucoup plus que ça, en fait. Ben oui, en fait, c'est sûr qu'on dit un ou une sommelière, sa spécialité, c'est le vin en général. Mais on est supposé être capable de parler un petit peu de tout ce qu'on propose dans notre resto. Mais je connais un petit peu sur beaucoup de choses. Mm. Puis ça, un jour, quand je ferai plus de compétition ou de certification, j'aimerais vraiment creuser, peut-être dans une région, y aller vraiment au bout du bout du bout du bout du bout. Laquelle? Ça reste à découvrir. Écoute-moi, une C'est une région, bonne question. Laquelle? C'est le moment de dévoilement. Oui, c'est ça. il y a encore plein de régions que j'ai pas vues. Après, il y a des régions qui n'ont pas besoin d'un autre ou d'une autre spécialiste. Mm. Genre la Bourgogne, c'est cool. Et pourtant. Mais il y a déjà 475 journalistes à temps plein et Ouais. des passionnés du monde entier qui connaissent tout par cœur. Mais il y a des régions que j'aimerais beaucoup creuser. Je pense à la vallée de la Loire. Ouais. Ils ont une diversité incroyable de styles, de cépages. Les vins sont délicieux. Mhm. Même les chers sont pas si chers qu'on compare à d'autres. On peut encore boire le meilleur de certaines appellations pour des prix Raisonnable. relativement raisonnables. Puis il y a plein d'artisans, il y a plein de jeunes qui commencent, il y a plein de plus vieux qui sont super bien établis, qui font des choses géniales. Fait que ça, je pense que c'est une région que j'aimerais beaucoup, beaucoup passer beaucoup de temps, puis vraiment m'y pencher davantage. Mais après, il y a plein de régions que j'aimerais beaucoup. Je veux dire, la Toscane, c'est magnifique. La zone de Chianti Classico, je trouve que c'est une plus belle région viticole. Entre autres parce qu'il n'y a pas juste de la vigne. Ça, c'est vraiment le fun aussi. Mais je veux dire, il y en a trop. Là. Je suis un maniaque de Riesling. Fait que c'est sûr que la Basse-Autriche, Ben oui. j'aimerais beaucoup, beaucoup creuser davantage là-dedans. La Moselle, je suis jamais allé encore, mais c'est une région qui est fascinante. Ouais. Fait que j'ai pas choisi. Les portes sont encore ouvertes. Mais oui, nous, on est. Je veux pas dire condamné, c'est négatif, mais il faut qu'on en sache un peu sur tout. Ouais. Fait que des fois, on Généraliste un peut peu, pas. genre. Moi, j'ai des clients, ça fait 40 ans qu'ils boivent du Bordeaux. Ouais. Et ils connaissent Bordeaux comme leur poche, mieux que je connaîtrais jamais Bordeaux. Mais moi, je peux pas faire ça. Il faut réussir. Ben, je peux pas. C'est ça, on est supposé avoir une bonne culture générale. Fait que c'est sûr qu'il y a des régions que je connais pas mal en détail parce que c'est des régions qu'on travaille beaucoup en resto et que les clients sont très, très, très passionnés, enthousiastes de nous en parler. Mais on est supposé être un peu généraliste. Ben, pas on est supposé. Moi, je pense que c'est bien également. Fait qu'on va en chercher à gauche, à droite. Et à ces clients qui aiment les vins bordelais, est-ce qu'on est capable de leur suggérer des vins québécois? Ben, le suggérer, oui. Oui. Ils vont-tu l'acheter? Le suggérer, oui. Écoute, je pense qu'il faut pas comparer le Québec à Non, Bordeaux. Puis moi-même, j'ai vraiment du mal à pas comparer des vins du Québec à autre chose quand je l'écoute. Ouais. Ah, ça me fait penser à un Gamay. Ah, ça me fait penser à un Riesling, peu importe. Il faut les prendre pour ce qu'ils sont. Puis ça, c'est surtout avec les vinifera que j'ai du mal. Ouais. C'est quand on me fait goûter un chardonnay, on a tellement de références dans le monde de chardonnay. Il faut les prendre pour ce qu'ils sont. Mais en général, moi, je dirais qu'au chasse-pêche, sauf des gens qui sont déjà passionnés de vin du Québec, pour un premier verre, les bulles et les blancs, c'est plus facile d'approche quand même. Les hybrides rouges, c'est plus challengeant pour bien des raisons. Fait que je pense, pour quelqu'un qui commence, moi, je conseillerais plus une bulle ou un blanc. Ouais. Parce que, écoute, nos vins sont tellement différents. Ouais. Bon, on a un climat à vin effervescent au Québec. Ouais. On devrait en faire plus. On en fait pas assez.
Oui, on dit souvent ça, et puis c'est vrai. Puis je pense que c'est peut-être la force au Canada at large, en bon Mhm. français. Tout le monde fait des super belles bulles. Ouais. Après, oui, on a des climats au Québec qui peuvent ressembler à la Champagne il y a 20 ou 30 ans, ce que j'ai entendu. J'ai pas... Le truc, c'est que... Puis on y arrivera, puis on y arrive peut-être déjà, mais en Champagne, ils arrivent à avoir des raisins mûrs Ouais. à des bas degrés d'alcool. Et puis, ils ont une saison qui est quand même longue en Champagne. Hmm. Nous, notre saison est assez courte et intense. Alors oui, la tension, on l'a, mais est-ce que le raisin est À pleine à pleine maturité. maturité? Des fois, il y a des Mm. choses que je trouve sympathiques et rafraîchissantes, mais les acidités sont très, très, très intenses. Ils sont là. Mais moi, il y a 2, 3 domaines que j'ai en tête au Québec qui font des bulles vraiment magnifiques, que j'aimerais beaucoup glisser à l'anonyme dans des dégustations. Oh. C'est difficile, les bulles À l'anonyme. à l'anonyme. Je Mm. trouve Ouais. que c'est un exercice qui est très, très compliqué. Surtout Ouais. quand c'est à base de pinot noir, chardonnay, puis meunier, là. C'est pas facile. Non, c'est clair. Tu parlais un peu tantôt qu'il y a à peu près 75% de la job de sommelier, c'était la paperasse, puis le revers de la médaille, si on veut. Paperasse et défaire des caisses Et défaire les des mettre au caisses. De plus en plus, on voit de la technologie émerger dans le monde de la restauration, un peu comme Alfred et tout. Mhm. Est-ce que toi, c'est une avenue, tu penses que le sommelier de demain pourrait prendre, ou comment tu te situes par rapport à ça? Ça dépend toujours des opérations, Hmm. du programme en vin. Comme moi, Alfred, je suis déjà convaincu que c'est un super outil. Mais par rapport au chasse-épage, pourquoi nous, on travaille pas avec Alfred ou un autre? Mais Alfred, c'est le plus connu, puis vraiment, c'est un super, super programme. Mais nous, on est à la fois, je trouve notre cellier, il est pas assez gros pour Hmm. justifier Alfred. Et on fait pas nécessairement assez de volume pour également justifier Alfred, pour moi. Sauf que quand j'étais au Coureur des Bois, le cellier il est immense. Et sans un logiciel comme ça, c'est impossible Ouais, non, de c'est clair. faire un réel suivi. Puis ça évite de la manipulation également, parce que peu importe où est-ce qu'on range les bouteilles, on met une localisation ciblée pour celle-là. Fait que non, moi, je suis pour, mais ça dépend vraiment des situations. Je pense que c'est un immense programme en vin et ou un restaurant qui fait du grand volume, ça va devenir nécessaire. Puis avec un peu tout ça, c'est quoi le plus gros défi du sommelier de demain? Parce qu'il y en a beaucoup qui sont réticents aux technologies et tout, puis qui voient leur rôle de sommelier un peu bouleversé ou en danger, si on veut. Toi, comment tu te vois là-dedans, puis comment tu te vois évoluer? Ben moi, j'ai pas peur pour le rôle du Ouais. sommelier ou de la sommelière, parce que avant tout, on donne une personnalité à la carte des vins. Après, un programme pourrait le faire. Après, il y a déjà des gens qui font de la consultation, puis les cartes peuvent se ressembler ou pas. Mais disons que si on veut avoir une carte qui a de la personnalité, moi, je conseillerais de faire confiance à un être humain pour l'instant. Ensuite, le gros du boulot se fait en amont du service. Mais pendant le service, on est quand même là pour que les gens passent un bon moment. Ouais. Il faut être chaleureux, convivial, accueillant. Puis ça, je pense pas que les programmes peuvent le faire Ça prend l'humain. pour tout de suite. C'est un métier de service. Puis on est serveur avant tout. Fait que peu importe si les gens ils voulaient choisir leur vin sur leur téléphone, scanner la carte avec Vivino, puis dire « Ah, wow, c'est 4 étoiles, point 3, j'ai pas besoin du sommelier, let's go ». Nous, on est quand même là derrière pour faire un beau service, pour mettre les gens bien, pour leur faire bien paraître devant leurs convives, puis qu'ils passent un bon moment. Fait que le rôle du sommelier, pour moi, il est pas en danger. Peut-être qu'il va modifier, comme il s'est toujours modifié. Je veux dire, si on remonte à, je sais pas, 100, 150 ans, les sommeliers, par exemple, à Paris, ben, ils recevaient des barriques. Hmm. C'est eux qui allaient terminer l'élevage, choisir des dates d'embouteillage. Ah ouais, hein? Si on remonte avant, ben, c'était juste des gens qui allaient porter des choses, simplement, pour le roi ou pour des déplacements, c'est ça, de grands nobles. Fait que ça évolue, mais tant que les gens veulent boire et manger, les cuisiniers, les serveurs, serveuses, les sommelières, sommeliers, On a notre je place. suis pas inquiet, ouais. Après, le défi pour le marché québécois, il y a un grand engouement pour la sommellerie, puis c'est génial. Et puis les écoles hôtelières sont bien garnies, puis c'est génial. Surtout après la pandémie, moi, je suis vraiment très, très heureux de me balader dans les écoles, puis de voir à quel point il y a des jeunes qui sont curieux, puis passionnés, puis qui ont envie de pousser là-dedans. Le seul souci, peut-être, qui va arriver, c'est qu'on a un petit marché. Ouais. Et puis, pas que, mais un des objectifs quand même des études, des sommeliers sommelières, c'est à un moment donné pouvoir faire un programme en vin. Et puis, je sais pas si on aura suffisamment de restaurants à un moment donné pour que tout le monde puisse le faire. Ce sera notre prochaine question. Mais
Après, la planète est grande, puis on a des sommeliers, sommelières qui rayonnent partout dans le monde. Mhm. Hmm. Alors, pourquoi pas? Mais sinon, non, écoute, on a notre boulot, puis sommelier et sommelière, on peut le faire de différentes façons, puis il y a plein d'avenues de possibles. On peut le faire en restauration, absolument, mais il y a les agences, il y a être professeur, il y a faire des masterclass, organiser des dégustations. Il y a les réseaux sociaux aussi, des gens qui s'ouvrent des magnifiques portes, qui font du super contenu, qui sont très établis avec des revenus très impressionnants et qui sont en ligne uniquement. Fait qu'il y a plein de façons de faire sa sommellerie. On a une dernière petite Oui, question. on va parler de sens. Dans une entrevue, tu parlais un petit peu de l'odorat, en fait, qu'il a fallu que tu développes quand même à force d'entraînement, des entraînements répétés. Puis on en a parlé à quel point c'est de l'effort, c'est beaucoup de temps de travail. De nos jours, on sent peu, on goûte beaucoup. Est-ce que le nez en sommellerie est nécessairement inné ou il y a aussi beaucoup d'acquis? Pour ma part, je pense que c'est juste de l'acquis. Le seul truc, peut-être moi, j'ai toujours aimé les odeurs. Hmm. Je peux rentrer à la maison, mes parents, ils ont fait à manger. C'est toujours été le fun de rentrer, puis qu'est-ce que ça sent la sauce tomate, tout ça sent. Qu'est-ce qu'ils ont préparé ce soir? Ma mère, elle m'a aussi fait sentir des fleurs, mais j'ai pas un nez qui est plus fort, plus précis. Whatever. La différence, grâce à mes entraînements, c'est que j'arrive mieux à expliquer ou à transmettre ce que je sens. Parce que les premières fois, à vos souhaits, madame, les premières fois où, quand j'ai eu un cours, on m'a mis une petite feuille, même pas une liste de critères, mais juste avec un verre de vin, il fallait faire le visuel, face olfactive puis gustative. Mhm. Puis là, t'arrives au nez, puis t'es comme, je sens rien, quoi. Parce qu'on n'apprend pas vraiment à décortiquer, alors que Ouais. si on sert un plat, les gens sont capables de dire, ça sent le basilic ou ça sent tel truc. Ou même les cocktails, souvent, on est plus à l'aise de parler de j'aime ça quand c'est super fruité, quand c'est amer, quand c'est acide. Alors que pour le vin, des fois, vu que c'est dans un verre de vin, ça devient un petit peu plus flou. Mhm. Fait que moi, je me rappelle au début, tout sentait juste le citron puis la pomme verte. Tous mes blancs puis tous mes rouges, ça sentait Le fruit la rouge. cerise et puis la fraise, on va dire. Puis là, tranquillement, on arrive à décortiquer. Puis là, à un moment donné, Ouais. quelqu'un dit OK, là, ça sent vraiment la vanille. T'es comme OK, là, tu sens la vanille. Là, tu vas sentir la vanille. Là, tu vas sentir une barrique neuve à un moment donné. Puis là, tu commences à te faire une idée de qu'est-ce Ça que sent quoi, la vanille. dans le Mhm. vin? Puis là, tu finis par Ouais. la reconnaître petit à petit. Mais moi, il n'y a rien de inné. J'aime les odeurs, c'est le fun, mais avant d'être dans le vin, je n'étais pas en train de tout sentir non-stop. Mhm. Je veux dire, c'est un sens qu'on arrête de travailler, je pense, assez rapidement. On est chanceux dans nos épiceries, les produits sont en général assez frais. On n'a pas besoin de sentir chaque chose pour voir est-ce que c'est pourri, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mûr, est-ce que c'est pas mûr. Et donc, je pense que historiquement, l'odorat, c'était vraiment important pour la survie. Ouais, exact, Ouais. exact. Mais maintenant, dans notre quotidien, On c'est en a plus moins quelque chose de... besoin. On l'entraîne moins. Mais pour moi, non, ça va vraiment juste être de l'entraînement. C'est un exercice qui est le fun également, de décortiquer des arômes. On est vraiment content de t'avoir reçu. Donc, on va te garder. On t'a trop aimé. Donc, voilà, on te garde pour notre chronique Chin Chin. La chronique Chin Chin, c'est Jason et moi et notre invité cette semaine qui est Joris. On va vous donner nos suggestions, nos coups de cœur, ce qu'on pense que vous devriez boire aujourd'hui ou demain, mettons. La suggestion de Gabi. Vas-y, Gabi. Yeah! Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un vin qui va vous espérer un peu le printemps, parce que moi, honnêtement, je suis vraiment tannée de l'hiver. Donc c'est un Etna Rosso 2021 de Flavia Rebellis Wine. C'est fait à 100% de Nerello Mascalese. Donc c'est un raisin qui est originaire de la Sicile, donc de l'Italie, puis qui est travaillé de façon biologique. C'est un vin qui est vraiment léger, c'est frais, c'est fruité. Mais il y a vraiment une belle structure à travers tout ça, puis il y a une petite touche d'épices qui est vraiment le fun. Puis la beauté là-dedans, c'est que c'est un 1 litre. Fait que ça, on aime ça. Jason, veux-tu Super. faire la tienne? Ouais, c'est super. Je vais également dans un vin rouge, toujours dans un pays autour de la Méditerranée, mais cette fois, je suis en Espagne avec le Glorioso, le Cosme Palacio, en fait. Donc, c'est un réservat 2018, donc un réservat, en fait, en Espagne, dans la région de Rioja. Donc, un vin qui a été vieilli 20 mois en barrique de chêne français et 16 mois en bouteille. Ce qui est magnifique avec parfois des vins espagnols comme ça, c'est qu'on arrive à avoir des super prix pour des vins qui ont eu une période d'élevage sous bois quand même intéressante. Donc, toujours en étant, bon, sur un
c'est un vin qui a un peu d'âge, 2018, et on atteint des notes tertiaires, par exemple, un petit peu sur le sous-bois, la torréfaction, qu'on n'a pas nécessairement dans un vin plus jeune qu'on pourrait payer le même prix. Donc, c'est un vin à 24 et 15. Donc, on est dans la région de la Rioja et on est à 100% Tempranillo. Voilà. Moi, si toi, ça te faisait penser à l'automne, moi, ça me fait penser à l'hiver. Voilà. Pour ma part, là, je dois avouer, j'ai pas goûté le dernier millésime, mais ça fait 7 millésimes d'affilée que c'est délicieux. Alors, je suis sûr que le 2021 le sera tout autant. C'est un vin qui vient de la Toscane à base de Sangiovese. C'est un domaine qui s'appelle les Ragnaie. Puis c'est la cuvée Il Troncone. C'est en IGT Toscane. C'est juste en dessous de $22. Et puis, c'est des Sangiovese d'altitude qui sont trop hautes pour avoir l'appellation Rosso di Montalcino ou Brunello di Montalcino. Ça, c'est quelque chose que je trouve un petit peu spécial parce qu'il y a plein d'appellations qui ont mis des maximums ou des minimums d'élévation. Mais là, avec les réchauffements, tout le monde veut aller plus haut. Ouais. Ben oui. Il faut qu'ils les ouvrent un petit peu. C'est comme plein de faces nord dans certaines régions d'Italie. Tu n'as pas le droit d'avoir l'appellation. Mais là, il faut qu'ils nous ouvrent ça rapidement. Bref, donc c'est un vin qui est fait par un super producteur de Montalcino à petit prix. Et puis, c'est pour montrer que le Sangiovese, ça peut être vraiment très fin, très élégant. Il y a toujours des belles acidités. Moi, je trouve que c'est un vin qui est vraiment délicieux. Plus automnal, je dirais. C'est le fun, on Mais ça- définit par saison. On est Mais ça partout. peut nous réchauffer l'hiver. Moi, c'est un vin que j'aime beaucoup, beaucoup. Puis le Sangiovese, c'est le plus planté en Italie. Ouais. Il y a du très mauvais et du délicieux, mais il y a une tonne de magnifiques Sangiovese abordables. Les Brunello di Montalcino, oui, c'est très bon, mais il y en a plein d'autres, des délicieux, souvent bien moins chers. Soit les Rosso ou soit les IGT de ces producteurs-là, où il y a Chianti Classico juste à côté, qui offre des vins grandioses, qui goûtent souvent, sensiblement, très proches des Brunello à 2 fois moins cher. Ben, on te remercie. Merci à vous. De t'être prêté au jeu. On est vraiment content de t'avoir reçu puis d'avoir pu jaser avec toi aujourd'hui. Non, merci beaucoup. Un grand merci d'avoir été avec nous pour notre premier épisode. On est vraiment content d'avoir eu la chance de pouvoir vous parler aujourd'hui. Et on se revoit dans 2 semaines pour un autre épisode de Sommelier en cavale. cavale. Un merci spécial À l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec pour son soutien. à Mathieu Camier et l'Espace Plus pour son prêt de matériel et toute autre tâche connexe. Justin Picard pour l'habillage sonore. Et Samuel Roy pour le graphisme.